Voilà, on va essayer de recommencer. Vous êtes de nouveau en forme, prêts à recevoir de nouveau de nouvelles informations pendant quelques minutes. Donc maintenant, on essaye d'oublier la génétique. Enfin, n'oubliez quand même pas toute la génétique, puisqu'on a vu ensemble les secrets et les merveilles du code génétique. Vous avez eu le privilège de connaître tous les détails, et vous connaissez maintenant tous les détails de la génétique. Il y a encore quelques petits trucs comme ça, par-ci, par-là, à connaître pour tout savoir, mais maintenant, quand vous lirez dans les journaux de génétique, ou quand vous entendrez certaines personnes s'exprimer sur l'ADN ou sur les chromosomes, vous saurez un peu mieux ce que c'est. Alors, on va passer à un sujet qui est plus de la géologie. Nous allons parler de l'éruption volcanique du mont Sainte-Hélène, événement géologique du XXe siècle. Alors, le 18 mai 1980, il y a de cela plus de 20 ans, à 8h32 et 17 secondes, un dimanche matin, un tremblement de terre d'une magnitude de 5,1 sur l'échelle de Richter déclenchait un événement géologique inoubliable et tout à fait exceptionnel de par les répercussions que cela a eues durant pas seulement les heures qui ont suivi cette éruption, mais d'abord par la puissance explosive qui a été dégagée et par les bouleversements que cela a occasionné sur tout l'environnement. Cet événement, c'est l'éruption justement du mont Sainte-Hélène aux États-Unis, dans l'État de Washington. Alors pour ceux qui ne sont pas familiers avec la géographie américaine, Washington ne se trouve pas, l'État de Washington n'est pas l'État où se trouve la capitale Washington DC, la capitale des États-Unis, non, Washington DC se trouve sur la côte est. L'État de Washington se trouve sur la côte ouest, à l'extrême nord-ouest des États-Unis. Les villes de l'État de Washington, les villes célèbres sont par exemple Seattle, Portland. Seattle, vous connaissez Bill Gates, là-bas. Au niveau du Canada, vous avez à peu près tout près Vancouver, donc en haut à gauche. Et vous avez un petit estuaire, enfin un petit golfe, qui est la rivière, la Columbia River. Et pour ceux qui ont lu certains livres de Gérard d'Aboville, quand il a traversé le Pacifique, il est arrivé justement au niveau de la Columbia River. Donc voilà où se trouve le mont Sainte-Hélène. Alors maintenant, cette éruption volcanique a provoqué la mise en place d'un véritable laboratoire miniature qui a permis ensuite aux géologues, aux biologistes d'étudier plus en détail les effets à court, moyen terme et maintenant même assez long terme d'une telle catastrophe naturelle. Et elle va rester certainement en mémoire, en tout cas pour l'un des grands événements du XXe siècle, et surtout, elle va rester dans la mémoire pour ce qu'elle peut nous apprendre sur le mode de fonctionnement de notre planète. Pourquoi ? Parce que les observations faites au mont Sainte-Hélène nous obligent à revoir certaines théories que l'on pensait bien établies. Alors ce matin, durant quelques minutes, on va revivre, pas en direct, en différé, et pas sous forme de vidéo, mais sous forme de diapositive, on va revivre un peu cette éruption volcanique d'il y a plus de 20 ans. Nous allons observer ensuite les différents événements qui se sont succédés au cours de l'éruption, qui ont suivi, durant les mois et les années qui ont suivi l'éruption. Et même si je ne suis pas vulcanologue, même pas géologue, je suis simple généticien, je n'ai pas encore eu l'occasion de me rendre au mont Sainte-Hélène, mais j'ai été tout à fait captivé par ce qu'on peut découvrir de cette éruption volcanique, de ce qu'on peut voir, de ce que les témoins visuels nous rapportent de ce qu'était cette éruption volcanique. Alors, ces quelques diapositives que je vais vous présenter, il y en a de la NASA, il y en a de la Bibliothèque de l'État du Washington, il y en a de l'Institut de recherche sur le créationnisme, il y en a de photographes amateurs, de vulcanologues. Et donc, j'aimerais que l'on regarde tout ça, mais j'aimerais surtout que l'on s'interroge ensuite
par rapport aux implications ou ce que le mont Sainte-Hélène peut nous enseigner sur d'autres sites géologiques, sur d'autres endroits de notre planète, comme par exemple le Grand Canyon, comme par exemple la forêt pétrifiée de Yellowstone, et aussi ce que cela peut nous dire sur nous-mêmes, sur Dieu. Donc commençons notre petite tournée. Si on parle d'éruption volcanique, c'est que forcément il y a un volcan. Un volcan, en général, est composé de 3 parties. Il y a une réserve de magma qui se trouve sous la terre. Ensuite, une cheminée qui permet au magma de traverser l'écorce terrestre et un appareil externe qu'on appelle un cône. Et ici, vous avez un cône formé par différents strates. Vous avez un stratovolcan sous les yeux qui est en train de fumer. C'est schématique. Eh bien, le mont Sainte-Hélène est un stratovolcan. Et vous avez ici une coulée de lave d'il y a environ 3000 ans qui descendait du mont Sainte-Hélène. Ça, c'est le mont Sainte-Hélène avant l'éruption volcanique. En haut du mont Sainte-Hélène, particulièrement visible un peu sur la gauche, un glacier. Le mont Sainte-Hélène, avant son éruption volcanique, était un endroit tout à fait superbe. Un parc qui permettait aux enfants, aux jeunes, des villes avoisinantes de venir passer des week-ends, de venir se reposer, faire des camps, passer des bons moments ensemble, avec un lac, le lac Spirit, situé au nord-est du volcan. Et en quelques minutes, cette montagne magnifique est passée à un état de ruine. Voici ce à quoi le mont Sainte-Hélène ressemble après l'éruption volcanique. En quelque temps, le volcan a perdu près de 400 mètres d'altitude, le matin du 18 mai 1980. Par un glissement de terrain, un souffle, un immense blast, qui a emporté plus de 10% de la montagne, qu'on estime à peu près à 2 milliards de mètres cubes, donc, de matériaux, de dépôts, d'avalanches. Un quart de cette avalanche a glissé dans le lac Spirit, donc le magnifique lac que on a vu tout à l'heure, ce qui a bien sûr, par rapport à son niveau initial, a fait augmenter le niveau du lac d'une hauteur d'environ 60-70 mètres, qui a provoqué une déferlante, une vague déferlante, un immense raz-de-marée que l'on a du mal à s'imaginer, mais qui devait atteindre largement les 200 mètres d'altitude, puisque sur le flanc nord du lac, tout est détruit sur des mètres et des mètres de la rive. On va le voir tout à l'heure. Donc, un volcan en bas, au milieu, qui a explosé. Des débris qui ont été se répandre sur toute la région, qui ont bloqué les petites rivières qui s'écoulaient, qui allaient s'écouler jusque dans l'Atlantique. Un lac qui a été complètement transformé. Que s'est-il passé ? Eh bien, il s'est passé un petit peu ce qu'on pourrait imaginer si vous prenez une petite boîte de Coca-Cola, je ne veux pas faire de la publicité, mais prenez une petite boîte de Coca-Cola ou d'eau gazeuse et vous secouez avant d'ouvrir. Vous secouez bien fort. Si vous secouez, vous aurez du gaz sous pression. C'est exactement ce qui se passait sous le volcan les mois, les semaines, les jours avant l'éruption volcanique. Sous le volcan, il y avait de la pression, de la vapeur d'eau, qui d'un seul coup a été libérée, a été dégagée par un glissement de terrain, par une immense avalanche. Et une explosion qui, normalement, quand vous parlez d'éruption volcanique, vous avez l'impression que tout part vers le haut, de façon verticale. Une explosion qui, là, s'est faite direction le nord. Bien sûr, c'est parti aussi verticalement, mais surtout en direction du nord. Et c'est ça qui est assez remarquable. C'est que l'explosion, équivalente à environ, en tout cas le blast initial, environ à 20 millions de tonnes de TNT, un explosif quand même pas si faible que cela, s'est dirigé vers le nord, s'est propagé vers le nord, et donc a tout soufflé sur son passage. La forêt, plus de 20 000 hectares de forêt, en quelques minutes, complètement soufflés. Des arbres qui auraient pu construire des milliers et des milliers de maisons, complètement soufflés.
Et c'est justement cet aspect blast, éruption volcanique vers le nord et non pas complètement vertical qui est riche d'enseignements. Alors vous voyez ici l'ancien profil de la montagne et le nouveau, c'était certainement pas l'endroit où il faisait bon être le matin du 18 mai 1980. Vous pensez ? Plus de 2 milliards de débris, de matériaux qui vous arrivent dessus d'un coup, avec en même temps un blast équivalent à 20 millions de tonnes de TNT. Mais alors, qu'est-il arrivé ou comment en est-on arrivé là ? Quel est l'historique de cette montagne ? Eh bien, la montagne, déjà dans les années 1830, 1850, jusqu'en 1857, la montagne était en éruption, il y a de cela bien longtemps. Elle était même appelée par les indigènes de l'époque Tawanlakla, la montagne qui fume. De temps en temps, elle est entrée en éruption, des petites éruptions. Et puis donc, vers le mois de mars 1980, au sommet de la montagne, on a pu commencer à observer des failles. Des failles dans le glacier, des failles qui présageaient la formation d'un cratère. Et puis, avec les failles, il y a bien sûr eu quelques petites éruptions de vapeur, émissions de vapeur, jusque-là tout gentil, quelques petits séismes de magnitude 4,2 qui étaient reportés à la télévision, à la radio locale. Dès le 27 mars, ça devenait un petit peu plus sérieux. Et le 30 mars, les spécialistes ont mesuré plus de 93 éruptions de cendres et de vapeur en une journée. La situation devenait critique. Et l'État du Washington, le gouverneur de l'État de Washington, a déclaré un état d'urgence le 3 avril avec l'instauration de 2 périmètres, un périmètre d'accès interdit et un périmètre un peu plus élargi d'accès limité. Entre le 20 mars et le 18 mai 1980, les géologues ont dénombré pas loin de 2400 tremblements de terre, juste autour du volcan, sous le volcan. Et donc, ils étaient en observation. Et pas seulement les géologues. Pensez-vous, si vous habitiez dans la région du Mont Sainte-Hélène, il y avait 2 choses qui pouvaient être intéressantes. C'est jusqu'où va aller l'éruption, et puis est-ce que je vais pouvoir le voir en direct ? Parce que c'est quand même un moment formidable, un moment exceptionnel, vivre une éruption volcanique en direct. Alors des gens observaient. Et vous avez ici une des dernières photos du Mont Sainte-Hélène, le dimanche matin du 18 mai. Une journée absolument splendide. Et ce que les géologues avaient observé, les vulcanologues avaient observé au cours des dernières semaines, c'est que le flanc nord de la montagne augmentait. Il prenait de l'embonpoint, ce flanc nord. Et il prenait un embonpoint de 90 cm à 1,50 m par jour. Et si vous cumulez ça au cours des derniers mois, ça faisait quand même pas mal. Et même les 15, 16 et 17 mai, les géologues rapportent des valeurs allant jusqu'à 15 mètres. Donc ça vous fait un embonpoint de près de 120 mètres depuis le début des observations. La conclusion était donc assez évidente et logique à tirer. Le flanc nord était sous pression. Et vous connaissez la suite. À 8h32 du matin, 17 secondes après 8h32, le 18 mai, un tremblement de terre déclenche cette éruption volcanique. Et cette éruption volcanique a lieu alors que le ciel est complètement dégagé, alors que des dizaines et des dizaines de personnes sont là pour observer, alors que des scientifiques sont là aussi pour observer, témoigner, rapporter, étudier. Et c'est ainsi que cet événement est un événement très bien documenté, par des témoignages de personnes, par des témoignages écrits, par des photos, par même des séquences vidéo, quelque chose d'absolument superbe. Alors, il y avait des personnes au sol, bien sûr, qui observaient,
Mais il y avait des personnes aussi en l'air qui volaient. Il y avait 2 passionnés de géologie, un couple, Keith et Dorothy, qui survolait le volcan à 8h32 et quelques secondes. Ils passaient au-dessus du volcan. Et voici les quelques diapos suivantes sont justement de Keith et Dorothy sur leur petit avion. Keith pilotait, sa femme prenait quelques photos. Et à 8h32 et quelques secondes, ils commencent à apercevoir quelques chutes de pierre dans le cratère du volcan. C'est l'arrivée du tremblement de terre au sommet du volcan. Et ensuite, Doris a juste le temps de se retourner. On va voir tout à l'heure comme il survolait le volcan. Et quand elle regarde le flanc qui se trouve à son côté, le flanc nord, tandis que l'avion continue de survoler ce volcan, elle voit que tout le flanc nord est en train d'onduler, comme une vague dans la mer. C'est cette avalanche qui descend. Le flanc nord est en train de s'ouvrir comme une fermeture éclair, et c'est le début de l'éruption volcanique. Le flanc nord qui glisse est le début des 20 millions de tonnes de TNT qui vont se libérer, se dégager. On a même encore un petit bout de la queue de l'avion ici sur cette image. Alors l'avion survolait le volcan d'ouest en est, heureusement. S'ils avaient survolé le volcan de sud au nord, nous n'aurions pas ces belles photos pour témoigner. Donc le souffle qui commence à se dégager. Et en regardant maintenant d'autres photos données par un autre témoin qui se trouvait, lui, à 18 km au nord-est du volcan, voici ce qu'il était en train de photographier. Si on avait des bons yeux, on verrait peut-être l'avion en haut, dans le coin gauche de la diapositive. Dans le lac, on ne le voit pas, mais ce serait déjà l'immense raz de marée qui souffle tout sur son passage. Et donc au sol, Ronholm était en train de prendre des photos et qui se dit formidable. Je vis maintenant en direct une éruption volcanique, j'ai mon appareil photo sous la main, je vais faire un documentaire que je vais pouvoir transmettre à ma postérité. J'aurai quelque chose à raconter et à montrer. Et c'est vrai. Une explosion remarquable, mais un souffle qui se déplace à la vitesse de 320 km à l'heure. Un souffle qui, à l'intérieur, a une température de plusieurs centaines de degrés. Ça doit avoisiner les 600 degrés. Des cendres volcaniques, un immense nuage de cendres volcaniques, de vapeur d'eau qui se déplace ainsi. Et donc, je vous ai dit tout à l'heure, notre photographe nord-est, 18 km, 320 km/h, calculez combien de temps après ce souffle va lui arriver dessus. Et il s'est aperçu de ce souffle qui se rapprochait. Et se rapprochait encore. Ou alors, trop passionné par ces photos, non, il s'est aperçu quand même. Mais il ne voulait surtout pas manquer cet événement. Et donc, il a continué de prendre quelques photos, jusqu'à un moment où il s'est dit, maintenant, il faut que je prenne une décision. Si je reste sur place, d'ici quelques secondes, ce sera fini. Il a pris encore une photo, la voici, du souffle qui se rapproche, de cette vapeur qui est là, de ces centaines de degrés qui avancent. Et puis quelque chose de tout à fait particulier est arrivé. Notre photographe se trouvait sur une corniche, enfin, sur une petite colline. Et puis donc, le paysage avant était vallonné et s'enfonçait. Et ensuite, il y avait comme une montée. Ce qui lui a permis d'avoir la vie sauve. Pourquoi ? Parce que finalement, cette particularité du terrain
a servi de tremplin à ce nuage pour s'élever ensuite beaucoup plus à la verticale avant de retomber. Et donc, ce passionné de photographie et de volcan a eu le temps de sauter dans sa voiture et de partir le plus rapidement possible. Et ce qui a permis d'avoir des photographies pour la postérité. 43 minutes après l'explosion, des images par satellite, des photos par satellite, montraient déjà que l'on voyait, vous voyez en haut à gauche, une espèce de cercle, c'est déjà la vapeur, les cendres, nuages volcaniques qui se répandent autour du volcan. Image de satellite prise par un satellite géostationnaire, donc à peu près 35 000 km d'altitude. 9h15, c'était cette photo. Et on voit en pointillé le contour des différents États, donc en pointillé l'État du Washington, et en dessous les autres États. L'après-midi du 18 mai, cette vapeur, cette cendre volcanique s'était déjà répandue sur plus de 6 États environnants. Autant dire qu'en se répandant, elle causait aussi un écran de protection du soleil. Et donc, dans certaines villes, comme ici à Yakima, 140 km du mont Sainte-Hélène, à midi, il faisait tellement sombre que l'éclairage public s'est allumé de façon automatique. Durant les minutes et les heures qui ont suivi, notre volcan entra dans une phase éruptive très violente et pendant 9 heures, il a continué de cracher des cendres volcaniques. Et durant ces 9 heures, le volcan a libéré l'équivalent de 430 millions de TNT, ce qu'on estime équivalent à 33 000 bombes atomiques de la taille de celle qui a été envoyée, lâchée sur Hiroshima. Et pourquoi 33 000 bombes atomiques? Pourquoi vous citez ce chiffre? En 9 heures, vous savez que dans une minute, il y a 60 secondes. Dans une heure, il y a 60 minutes. Donc, il y a 3600 secondes dans une heure. Eh bien, 9 fois 3600 secondes nous donne 32 400 secondes, à peu près 33 000 secondes. Notre volcan avait une puissance d'à peu près une bombe atomique de la taille de celle d'Hiroshima à la seconde. Juste pour vous donner une idée de la puissance de l'événement. Donc, une phase éruptive violente. Ce qu'on a l'impression d'être très violent, mais finalement qui, dans l'histoire des éruptions volcaniques des dernières décennies et même siècles, n'est pas si terrible que ça. Il y a des éruptions volcaniques beaucoup plus violentes, comme par exemple la montagne Pelée, le Vésuve, le Krakatoa, le Tambora. Des quantités de cendres qui se sont répandues sur toute la région. Plusieurs aéroports internationaux ont dû être fermés. À Ritzville, à 312 km de Mont-Sainte-Hélène, il y avait une couche de cendres supérieure à 5 cm par terre. Donc il y a eu du travail ensuite de nettoyage. Le jour suivant, en revenant sur les lieux, on avait l'impression d'être sur un paysage plutôt lunaire que sur la Terre. La température au sol était encore de l'ordre de 300 degrés et il fallait des chaussures spéciales pour parcourir ces endroits. En observant ensuite la région, on s'aperçoit combien la belle forêt bien verdâtre et les beaux arbres ont été réduits à ce qu'on pourrait appeler presque des cure-dents. Cette véritable merveille a été complètement dévastée. En tout, 57 personnes sont mortes dues à l'éruption. Il y a eu 36 morts retrouvés et 21 disparus. Toutes des personnes qui connaissaient pertinemment l'état de la situation, qui étaient au courant des périmètres de sécurité, au courant de la zone à haut risque qui était située donc autour du volcan, des personnes bien averties. Il y avait 2 morts, par exemple, dans ce camping-car qui logeait sur place. Parmi les morts et les disparus, il y a eu des scientifiques. Et d'ailleurs, l'endroit de l'observatoire maintenant, où vous observez, je crois, à 8 km au nord du volcan, le mont Sainte-Hélène, aujourd'hui, se trouve exactement à l'endroit où était situé David Johnson, un géologue,
qui était en contact radio avec Vancouver et qui a juste eu le temps de dire « ça y est ». Ça y est. Le blast était déjà sur lui. Un autre observateur, Gary Martin, se trouvait quelques kilomètres plus loin de Johnson, et lui a juste eu le temps de dire que le premier était touché et que ça allait le surprendre aussi. Il y a des milliers d'animaux qui ont péri également durant cette éruption volcanique, des routes qui ont été détruites. Certainement la personne la plus célèbre a été Harry Truman, un original qui habitait sur le rivage du lac Spirit et qui voulait pour rien au monde quitter cette région. C'était sa montagne, c'était son volcan. Les dégâts matériels ont été très importants aussi. Des machines de chantier ont été renversées comme des jouets d'enfants. Il y a eu ensuite des coulées de boue dans les différentes rivières situées au pied du mont Sainte-Hélène. Et les plus grands dommages financiers ont été justement causés par ces coulées de boue. Par exemple, un chantier complètement dévasté, on a l'impression de se trouver dans un bac à sable d'enfants plutôt que sur un chantier, mais des camions enfouis sous des souches d'arbres, sous des boues, sous des débris. Des coulées de boue qui ont traversé des vallées sur des largeurs de plusieurs centaines de mètres, plusieurs mètres de hauteur, et donc qui ont déclenché des choses tout à fait particulières. Alors bien sûr, il y a eu le moment de l'éruption volcanique, le 18 mai, mais ça ne s'est pas arrêté là. Il y a eu d'autres éruptions par la suite, donc plusieurs éruptions explosives, l'éruption principale du 18 mai, d'autres jusqu'au 18 octobre 1980, des éruptions ensuite de magma jusqu'en 86, des éruptions de vapeur en 89, des éruptions de vapeur et de cendres aussi en 91, et aussi en 80-82, des coulées de boue qui ont eu des effets dévastateurs. Le cratère du volcan, après l'éruption volcanique, au sein du cratère, ce qu'il s'est passé, c'est comme si vous prenez un tube de dentifrice et ouvert, vous appuyez dessus, il y a un petit peu de pâte à dentifrice qui sort. Et puis, vous ne refermez pas ce tube de dentifrice, vous laissez sécher quelques jours, et après, vous essayez de nouveau d'appuyer. Vous aurez un petit peu de pression, et d'un seul coup, ça va sortir de nouveau. Des éruptions un peu magmatiques. Donc, un dôme, une accumulation de magma qui durcissait, qui avait la taille de plusieurs buildings, et donc qui ensuite, à un moment donné, de nouveau explosait. Et c'est ainsi qu'il y a eu plusieurs explosions dans les années qui ont suivi jusqu'en 91. Et en tout, il y a eu une succession de 6 dômes au sein du cratère qui a pu se former, et un cratère qui a été bien sûr très étudié durant les années qui ont suivi. Alors le lac, vous avez ici une vue du lac Spirit au nord du volcan. Il a été complètement dévasté, bien sûr, il n'y a plus d'arbres autour, si vous vous remémorez l'image initiale. On a l'impression que c'est comme une surface grise. Bien pourquoi ? Parce que le lac était recouvert, pour grande partie, par des souches d'arbres. Des souches d'arbres qui ont été soufflées dans le lac, des arbres qui ont été arrachés. Et ce lac, d'une superficie d'environ 640 hectares, était recouvert sur près de 300 hectares par ce qu'on a estimé être environ 1 million de troncs d'arbres flottant à la surface. Et un matelas d'arbres qui se déplaçait sur la surface de l'eau au gré du vent. Et sur la face nord du volcan, on peut observer justement où est passé ce raz-de-marée, parce qu'il n'y avait absolument plus rien. Tout était rasé, détruit, dévasté. Alors, ce que j'aimerais étudier avec vous maintenant,
ce sont les leçons que l'on peut en tirer. Il est tout à fait particulier de voir ce qui s'est passé au Mont-Sainte-Hélène. Ce n'est pas courant. Et ce que l'on peut apprendre de ces évidences, c'est ce qui se produit par une catastrophe majeure. Et il y a 5 points que j'aimerais parcourir maintenant rapidement durant les minutes qui nous restent. En ce qui concerne une stratification rapide qui a été observée, une érosion rapide de canyons, des souches en position verticale qui ont été retrouvées dans le lac Spirit, une formation rapide d'une couche de tourbe également au fond du lac, et un rétablissement rapide de l'écosystème dans la zone soufflée. Donc nous allons passer ces différents points en revue en allant observer sur le terrain un petit peu ce que nous voyons.